Bonjour les amis, on va faire une vidéo sur la Birmanie. Pourquoi la Birmanie? Parce que comme vous le savez, il y a une minorité musulmane là-bas qui se fait massacrer, il faut utiliser le mot, qui se fait massacrer, donc c'est une ethnie, donc c'est quasiment un génocide. Hein. Donc on va essayer de parler de ce qui se passe là-bas. Parce que depuis 2011, on voit surtout sur internet les images de musulmans birmans massacrés. Ceci sur internet parce que c'est très rare les images dans les médias mainstream qui parlent de ce massacre. Il a fallu attendre longtemps avant de voir les premières images. À croire qu'il y a des humains de première zone qui provoquent directement un vacarme médiatique dès qu'un malheur leur arrive, c'est bien, mais le problème c'est qu'on a l'impression qu'il y a des individus, des humains de seconde zone qui ne provoquent aucun bruit, qui peuvent mourir dans leur coin, être massacrés sans que la communauté internationale ou les médias daignent en parler. Donc voilà. Donc si eux ne parlent pas de nous, les petits, de nos malheurs, aujourd'hui nous avons la chance d'avoir un outil qui s'appelle Internet. Autant user de cet outil et parler de nos malheurs, de ce qui nous arrive, et faire passer les messages et les images de tout ce qui se passe. Donc moi, à mon humble niveau, j'essaie d'analyser la situation et de faire en sorte, par quelques minutes, que les autres comprennent d'où vient ce problème, qu'est-ce qui se passe là-bas. Voilà. Donc, alors il faut d'abord se demander, c'est quoi les Rohingyas en Birmanie? Alors d'abord, ils font partie de ces musulmans de l'Asie, hein, comme à l'est de la Birmanie, hein, le pays concerné par notre vidéo, comme à l'est de la Birmanie, vous avez le Bangladesh, hein, où il y a des musulmans. Vous avez aussi l'Indonésie, comme vous avez des musulmans en Inde, en Malaisie, aux Philippines, en Chine. Ça, c'est la Chine, c'est plutôt au nord, au nord-est, hein, parce que là, le Bangladesh, c'est à l'est avec l'Indonésie, si je m'abuse. Et à l'est, vous avez la Chine, le Laos, tout en bas, et je ne sais plus quel pays qui entoure la Birmanie. Donc dans tous ces pays, on trouve une grande population de musulmans, donc il n'y a pas qu'en Birmanie. Mais les Rohingyas, alors d'où viennent les Rohingyas dans ce pays? On dit, les historiens situent les premières conversions à l'islam au 8e siècle. Aussi, on dit qu'à partir du 19e siècle, les Britanniques, l'Empire britannique, avaient comme habitude d'importer en Birmanie des travailleurs venus, des travailleurs musulmans en provenance du sous-continent indien pour venir travailler en Birmanie. Donc, soit c'est des conversions, comme disent quelques historiens, au 8e siècle, par des Arabes marchands, hein, parce qu'à l'époque, voilà, donc des Arabes marchands qui ont été à l'origine de quelques conversions dans ce pays, mais aussi des gens venus d'ailleurs, hein, c'est-à-dire du sous-continent indien, donc d'ailleurs c'est juste dans le continent asiatique, hein, le sous-continent indien, qui sont arrivés, importés par l'Empire britannique qui gérait, qui administrait, hein, qui colonisait
la Birmanie. Donc voilà. Alors, ceci a provoqué un ressentiment vis-à-vis de ces personnes, de cette ethnie, Rohingya. On dit qu'ils parlent une autre langue que la langue de l'ethnie majoritaire. Hein. On dit qu'ils ont un visage différent. Hein. Aujourd'hui, quand vous entendez ceux qui les massacrent, même des gens qui ont été avec Aung Suu Kyi, moi j'ai vu sur internet un lieutenant de Aung Suu Kyi, prix Nobel de la paix en 1991, qui disent ont un visage différent. Voilà, ils sont pas comme nous. Voilà, ils sont bizarres, ils sont pas comme nous, ils parlent pas notre langue. Ce sont des immigrés étrangers venus s'installer ici. Donc, l'ethnie majoritaire, qui est l'ethnie... alors, c'est quoi l'ethnie majoritaire? C'est l'ethnie bouddhiste des Bamars. D'accord? On les appelle les Bamars. Donc, les Bamars, c'est l'ethnie majoritaire de religion, de confession bouddhiste. Les considèrent comme des étrangers parlant une autre langue. C'est pas des Birmans. Voilà. Alors, historiquement, la Birmanie. La Birmanie est une mosaïque ethnique. Il y a beaucoup de minorités ethniques qui vivent quelque part un peu le même destin. Ils ne sont pas massacrés, mais ils sont maltraités. Ils n'ont pas tous leurs droits. Ils ne bénéficient pas de la richesse de ce pays comme l'autre ethnie majoritaire, même si celle-là ne bénéficie pas trop parce qu'il y a une junte militaire qui a toujours été là. Mais sachant que là-bas, il y a du pétrole, il y a quelques matières premières qui caractérisent un peu le pays, et s'ils étaient mieux gérés, la Birmanie, la population pourrait vivre autrement que dans la pauvreté qu'ils connaissent aujourd'hui. Donc, je disais que la Birmanie est une mosaïque d'ethnies et de langues. L'ethnie majoritaire est constituée des Bamars, 75%, d'accord, et de confession bouddhiste. Voilà. Il y a d'autres ethnies comme une ethnie proche de la Chine, hein, venue de la Chine, qui est soutenue par la Chine. Et on verra que la Chine les soutient militairement, d'accord, militairement, parce qu'il y a les matières premières, on connaît la gourmandise de la Chine en besoin de matières premières et d'énergie, pétrole et tout ça. Donc, sachant que dans ces régions montagneuses et non montagneuses, il y a des matières premières comme le pétrole, la Chine a un œil là-dessus et alimente l'armée de cette ethnie. Plus proche de la Chine, c'est pas les Rohingyas, c'est autre chose. C'est pour vous décrire un peu le paysage ethnique du pays. Et ce qui a provoqué quelques frictions avec la junte, qui d'ailleurs a toujours été aussi soutenue par la Chine. Voilà. Et à la prise de l'indépendance, en 1948, l'indépendance prévoyait une démocratie fédérale. Donc, toutes ces ethnies, au nombre de, je sais pas, 9 ou je sais pas combien, allaient pouvoir bénéficier d'une autonomie, c'est dans le sens fédéral, hein, une autonomie de pouvoir se gérer et être sûr de bénéficier de tous les droits comme l'ethnie majoritaire qui est constituée par les Bamas bouddhistes. Mais ce point, le deuxième point, et même le premier, parce qu'il n'y a jamais eu de démocratie quelque part, ces deux points n'ont jamais été respectés, ni le fédéralisme, ni la démocratie. Du coup, à la prise de l'indépendance en 1948, il y a eu un soulèvement de ces ethnies qui se sont armées pour défendre leurs droits, et ceci précipita l'arrivée au pouvoir de l'armée par un coup d'État en 1962. Voilà.
Donc indépendance en 48, coup d'État militaire en 1962, qui voit arriver au pouvoir une junte militaire, hein, dictatoriale, qui va exercer le pouvoir d'une manière dictatoriale jusqu'en 2011. On connaît tous l'histoire, le visage d'Aung San Suu Kyi, cette dame qui avait gagné les élections générales en 1990, et des élections qui vont être annulées tout de suite par la junte militaire, qui va finir par mettre Aung San Suu Kyi sous résidence surveillée jusqu'en 2011, où un semblant de processus démocratique est amorcé et qui la voit libérée. Donc elle va être récompensée par le prix Nobel de la paix en 1991, si je ne m'abuse. Oui, en 1991, en 1900 quoi, je ne sais plus. Je pense que c'est effectivement 1991, après avoir été emprisonné, en tout cas mis sous résidence surveillée en 1990, après que les élections que son parti, les générales que son parti avait gagnées, aient été annulées. Voilà. Donc, nous avons là un pouvoir, une junte militaire, qui exerce son pouvoir dictatorialement, suite à des armées d'ethnie qui n'ont pas apprécié le fait qu'il n'y ait pas eu la fédération qui a été promise, qui se défend pour ses droits, qui de l'autre côté est appuyé par la Chine, et tout ceci fait que l'armée est arrivée, mais pour consolider l'unité nationale, parce que avec toutes ces ethnies qui tirent chacune de son côté, nous avons là une unité nationale qui est affaiblie. Et donc, pour consolider l'unité nationale, la junte militaire, comme dans toutes les dictatures et dans toutes... on connaît l'histoire, hein, à chaque fois qu'il y a une dictature, il faut qu'il fixe, qu'il indexe hein, un bouc émissaire, comment dire, un ennemi commun pour consolider l'unité nationale. Donc, les Rohingya, les Rohingyas vont faire partie, en tout cas, vont être les premières visées, les premières victimes, les premiers boucs émissaires qui vont être indexés par la junte militaire qui va manipuler la population, hein, la population majoritaire, l'ethnie majoritaire, 75%, je vous rappelle, les Bamas bouddhistes. Hein. Donc il va montrer du doigt la junte militaire, elle va montrer du doigt les Rohingyas, et il y aura, et ceci va se traduire par une loi en 1982, une loi qui va rendre apatrides les Rohingyas, qui étaient birmans, qui bénéficiaient de la nationalité birmane depuis l'indépendance. Ils vont leur enlever leur nationalité en 1982 et ils vont devenir des apatrides. On va leur enlever les droits les plus élémentaires, à savoir le droit à l'éducation. Leurs enfants ne peuvent pas bénéficier de l'éducation comme les autres gosses de l'autre ethnie et des autres ethnies majoritaires. Ils vont plus bénéficier du droit de se marier avec une autre ethnie. Et aussi, on va leur enlever le droit à la propriété et d'autres droits. Voilà. Donc, on va leur enlever les droits les plus élémentaires, à commencer par le droit à la nationalité. Voilà. Donc, la junte va participer, va inciter l'ethnie majoritaire, ils vont être affublés de tous les maux, voilà, c'est des immigrés,
parasites, ne sont pas birmans, euh, ils ne sont pas birmans. Donc on va les affubler de tous les maux. Et ceci jusqu'à 2001, où il y aura la destruction en Afghanistan par les talibans des Bouddhas de Bamiyan, de Bamiyan par les talibans, voilà, qui était considéré, qui faisait partie de du patrimoine de l'humanité, hein, patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Et ce sont des Bouddhas, donc ça a touché quand même les bouddhistes Bamas de Birmanie. Donc ils ont vu ça, ça ne fait que renforcer l'image négative que les Bamas, les bouddhistes birmans, ont des Holinka qui a été cristallisé aussi par la junte militaire qui les indexe comme ennemis pour consolider une unité nationale qui n'existe pas. Voilà. Et puis, ajouté à cela, en 2001, il y a eu la destruction effectivement de ces Bouddhas en Afghanistan, mais aussi, ce qui avait provoqué un véritable scandale, mais aussi, et d'ailleurs, je ferai un sujet là-dessus parce que ça m'a toujours fait rire. Moi, ça me touche aussi de voir un patrimoine comme ça qui part. Mais je ne sais pas, vous avez remarqué, il y a toujours. On parle beaucoup dans le monde occidental dès qu'il y a des destructions de ce type. Là, dernièrement, c'est le lion. Là, on va faire une vidéo là-dessus parce que c'est le lion là qui a été tué par un chasseur, un connard plein aux as là, un dentiste américain qui est parti tuer un lion. Je sais plus, c'est où? C'était en Afrique du Sud ou au Zimbabwe, un truc comme ça. Et ça a parlé partout. Alors que voilà, l'exemple est là. On a des gens qui sont massacrés tous les jours, on n'entend pas parler. Bon, c'est toujours marrant, hein, des Bouddhas qui sont détruits, un lion qui a été tué. Oui, moi aussi je suis touché. Mais c'est pas plus important que des humains qui sont massacrés. Mais ça, on n'en parle pas. On parle des Bouddhas et du lion qui a été tué. Voilà. Et aussi, il y a eu les attentats en 2001, hein, le 11 septembre, qui a renforcé l'idée que les musulmans, hein, parce que les gens qui ont fait ça se réclamaient musulmans, les musulmans ne sont que des barbares qui ne veulent que tuer, dominer, imposer leur religion partout. D'accord? On a vu chez les talibans cette image d'une religion musulmane que moi je n'ai jamais connue. Hein. Moi je suis musulman, je ne connais pas ça. Voilà. Donc ça n'a fait que renforcer cette image négative de musulmans, donc de Rolinka, qui ne sont que des gens qui veulent étrangers, qui veulent imposer leur vision des choses aux Birmans, majoritaires, bouddhistes. Et donc, le feu est allumé depuis longtemps. Il est encore plus immense après ces attentats. Et aussi, nous avons aussi des moines bouddhistes, loin de la sagesse qu'on nous décrit, hein, des moines bouddhistes qui sont sages, qui sont pacifistes. Hein, tu sais, quand on parle des bouddhistes et les occidentaux, on dirait que c'est la religion la plus paisible, la plus... c'est les Tibétains, comment dire, le Dalai Lama, c'est l'image de la paix, de l'amour. Hein, on dirait que c'est plus maintenant c'est plus le Christ qui est l'équivalent de l'amour, maintenant c'est les bouddhistes. Donc on a des bouddhistes qui montrent le contraire. D'accord. Là il y a un bouddhiste là-bas, un moine bouddhiste qui allume le feu. Hein, c'est lui-même qui dit il faut massacrer les Rohingya. Et tout ceci fait que il a suffi d'une étincelle, hein, un musulman qui aurait violé une femme bouddhiste, un musulman, c'est un être humain. Donc
il y a chez les musulmans, comme chez les chrétiens, comme chez les bouddhistes, des criminels. Donc c'est pas chez les musulmans, tous. Comme c'est pas tous chez les bouddhistes, comme ce connard de bouddhistes extrémistes qui incitent les gens à les massacrer, les Rohingyas, les musulmans. Donc il a fallu qu'il y ait ce viol des musulmans, supposé, hein, parce que voilà, mais c'est ce qu'on dit, un viol, pour que ça parte. Les civils bouddhistes Bamas, en majorité, 75% de la population, je vous rappelle, des moines et même des policiers se sont mis ensemble pour massacrer. Hein? Quand je dis massacre, c'est massacre. On brûle des maisons, on viole des femmes, on massacre. Il suffit juste que vous allez sur YouTube, vous tapez un massacre Rohingya, vous allez voir les images. Vous allez voir des bouddhistes, des gens habillés en moines, une population bouddhiste, civile, qui n'est pas religieux, qui massacre, et même des policiers de l'armée, voilà, qui massacrent. Et ceci, dans le silence total des militaires, de la junte militaire qui, sûrement, est derrière tout ça, mais surtout, ce qui est très choquant, le silence de la prix Nobel de la paix, qu'on a reçu partout en 2011 quand elle a été libérée, la fameuse l'égérie de la liberté, notre prix Nobel de la paix, on dirait que là la paix c'est la paix sauf pour les musulmans, Rohingya, un San Suu Kyi. Silence. Peut-être sincèrement, il est touché par ça, elle est touchée par ça, je ne sais pas. Mais silence total. Pourquoi? Parce qu'il y a des élections qui arrivent en 2015. Il sait que la majorité de la population nourrit cette haine contre ces musulmans parasites pour eux. Elle n'a pas envie de se mettre à dos toute une population alors que les élections législatives arrivent en 2015, dans ce processus d'un semblant démocratique qui arrive en 2015. L'armée non plus ne dit rien, donc personne ne veut se mettre à dos la population et les religieux bouddhistes. Donc, silence, on tue, on massacre. Donc, conséquence de ces massacres, fuite vers le Bangladesh, la Thaïlande, où ils sont rejetés, parce qu'ils sont précédés d'une réputation de viol par ignorance, on ne connaît pas ce que c'est que l'islam, par ignorance, par xénophobie, par peur d'immigration, de population entière qui arrive dans votre pays, ce que je peux comprendre chez certains politiques, de certains États. Qu'un État a envie d'avoir sur son dos toute une population. Mais surtout, ce qui est extraordinaire, cette fameuse Oumma qui n'existe pas. L'Algérien ne veut pas voir le Marocain, ni le Tunisien. Alors, n'en parlons plus, les Arabes, Qataris ou Saoudiens qui nous vantent la Oumma. Qui pensent qu'il y a des musulmans de première zone et des musulmans de seconde zone. Les vrais musulmans, c'est les Arabes. Ensuite viennent ces sous-musulmans asiatiques et africains surtout. Voilà, on le voit tous les jours ici dans les mosquées. Les noirs musulmans, c'est pas des musulmans. Les vrais musulmans, c'est les Arabes maghrébins. Donc cette Oumma, lui-même raciste en son sein, surtout dans les pays arabes, il faut dire les choses. Donc une Oumma qui ne l'est pas, c'est un fantasme, cette espèce de Oumma. Ils n'arrivent même pas à être solidaires avec leurs frères palestiniens qui sont massacrés tous les jours. Et donc, silence, on tue. La Oumma ne voit pas, les politiques birmans qui ont reçu le prix Nobel de la paix préfèrent se taire pour gagner les élections 2015.
et puis une communauté internationale qui pense que c'est des humains de seconde zone qui ne comptent pas. Voilà. Donc, ils essaient de fuir dans le Bangladesh, où ils se font refouler. En Indonésie, des musulmans, ils sont refoulés. On a vu des bateaux dans les mers, là, qui ne savaient plus où aller. Et en Thaïlande, non plus. Hein, voilà, les pays frontaliers. Et quand ils restent, ils sont violés, massacrés. Il y a un couvre-feu qui est imposé dans l'état où cette minorité se trouve en majorité. C'est l'état de l'Arakan. Hein, c'est à l'ouest de la Birmanie. Il y a un couvre-feu à partir, je ne sais pas de quelle heure, 18 heures. Ils ne peuvent pas sortir, donc ils meurent de faim. Trouver des familles qui n'ont plus d'hommes, hein, la mère et les filles, qui crevent de faim, loin, loin de nous, sans qu'on dise quelque chose, sans qu'on fasse quelque chose. Donc moi, je voulais parler de ces gens-là. C'est ma façon de parler de ces gens qu'on n'entend pas dans les médias, de ces massacres qu'on ne voit pas dans les médias. Voilà, moi j'ai parlé dernièrement d'un sujet euh, qui me touche aussi, c'est au nord, c'est au Congo avec les viols des femmes. Vous pouvez le trouver dans ma page YouTube, une vidéo là-dessus. Donc, on ne parle pas de nous dans les médias. C'est à nous de parler de nous-mêmes parce qu'on a un outil qui est celui-ci, Internet. Et on peut partager l'information. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Salut les amis.